Bonjour. Bonjour à tout le monde. Jean-Pierre, je l'ai suivi avec éloquence ton intervention pour essayer de nous démontrer ce que M. Amin Michel garde pour la République centrafricaine. Mais une chose qui est un peu difficile à supporter, c'est que, comme a dit mon frère tout à l'heure, la République centrafricaine, vous comprenez que la République centrafricaine traverse depuis 2 ans des moments extraordinairement difficiles de sa vie. Et vous faites tous les candidats qui viennent se présenter en France ou par ailleurs parlent de leur programme, mais ils ne parlent pas de la crise. Or, c'est dans cette crise-là, si nous n'arrivons pas à la régler, il n'y aura pas de programme en réalisation. Parlons d'abord de cette crise, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de mettre en place nos programmes. C'est pas monsieur Amin Michel, Amin Michel tout seul à qui je m'adresse, à tous les autres candidats. Quand ils viennent, ils parlent de nous allons faire ça, nous allons faire l'école, nous allons faire la santé, nous allons faire ceci. Tous les 5 piliers que vous expliquez ici se retrouvent dans le programme des autres, mais dans d'autres dimensions. Mais on ne parle pas en avant de la crise. Ça, c'est ça. Bon, la deuxième question, c'est la traduction de votre révolution verte en termes de croissance économique. Vous parlez de 80% de la population, mais en termes de croissance économique, ça résout à quoi? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas suivre l'ordre, je vais suivre juste, comment dire, une certaine stratégie par rapport à la façon que je perçois la question. Alors, Clarisse, je voudrais savoir dans quelle société M. Michel Amin travaille. Bon. Je ne sais pas si cela a vraiment une importance, mais bon, il travaille à Malabo. Malabo, c'est un pays. Capitale. Oui. C'est la réponse que je veux donner à la question. Ah ouais? D'accord. Nestor. Oui, là, mon ami Nestor a pris. Ça, c'est le genre de question que La deuxième partie de la question est beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire en termes de croissance, qu'est-ce que la révolution verte va se traduire comment en termes de croissance, c'est ça. Personnellement, je crois que si le paysan centrafricain ou l'éleveur centrafricain, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui il n'y a pas de viande à Bangui. Donc, s'il y avait la sécurité, comme Roland venait de dire, et que le Bororo peut multiplier son cheptel, moi j'aurais mon chien à manger, le Bororo, il va peut-être passer de 10 000 CFA à 100 000 CFA. Donc pour moi, la question de la traduction en termes de croissance est la résultante de la réussite de cette politique. Là où je suis phase avec ta question, c'est oui, tous les candidats ne parlent que de leur programme et ne parlent pas de la crise. C'est une question à laquelle j'ai quelques difficultés à répondre parce que même déjà ici à Paris, en dehors de la difficulté centrafricaine, nous avons déjà beaucoup de, de difficultés à nous mettre d'accord. Qu'est-ce qui a apporté la question institutionnelle? Mais chacun dans son conseil, et j'en parle, je parle avec beaucoup de candidats, je sais qu'ils sont tous, il y a certains qui ne veulent pas toucher le sujet, c'est-à-dire être le président super puissant, qui dépense l'argent sans contrôle. Il y a certains qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Dans son programme, il dit les institutions et la bonne gouvernance, c'est un point auquel je voudrais m'attaquer.
Mais s'il est élu, ça veut dire que s'attaquer à ces questions, ça va se passer à l'Assemblée nationale. Donc, des Centrafricains auront à se prononcer sur la question. Est-ce que nous voulons toujours un système avec président super puissant qui a tous les rôles, qui nomme vos chefs de cabinet, qui nomme vos, peut-être il nomme vos cuisiniers aussi. Puisque c'est ça la réalité en Centrafrique. Le président nomme tout le monde. Donc quand on dit ici que la question institutionnelle et la question de bonne gouvernance va être un pilier du programme, ça veut dire qu'on veut s'attaquer à cette question. Mais s'il est élu, puisque ce n'est pas par un coup d'État, il veut aller dans la compétition comme tous les autres. Donc s'il est élu, il aurait ses autres aussi en face de lui. Donc c'est un débat qui se déroulera à l'Assemblée nationale où on aura à débattre. Par exemple, moi je sais que dans l'article de la Constitution, l'article 16 dit « Chaque Centrafricain a le droit de se défendre ». C'est très grave. Donc si je prends un Kalachnikov, j'ai le droit de me défendre. C'est quel pays? Il n'y a aucun passage dans la Constitution de la République centrafricaine qui clarifie le rôle des forces de défense et de sécurité, qui clarifie le rôle de l'armée. On dit, article 16, vous pouvez vérifier, dans toutes les constitutions, et dans celui qui fait office de constitution aujourd'hui, on dit, chaque citoyen a le droit de se défendre. Donc les Sélécs avaient le droit de se défendre. Donc il faut remettre ça en cause. Donc je crois que ça répond largement à la question. Bon, maintenant, est-ce que tous les candidats sont en phase sur ces questions que je suis mal placé pour dire? Moi, je ne peux que me baser sur les quelques candidats avec qui j'ai parlé. Moi, j'ai discuté avec M. Luc Sako. Je m'aide profondément. Je discute tous les jours avec Amine Michel. Et tu sais très bien avec quel autre candidat aussi je peux discuter. Donc, voilà. Je pense que ça se coupe avec ce que Roland disait. La révolution verte, c'est un concept. Et donc, il dit que mon concept de révolution verte, je ne peux le réussir que si je résous quelques problèmes. Moi, j'en choisis 6 que je veux résoudre. Donc, on dit la même chose. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y a... Maintenant, la question de garantie sur... Et il y a une autre question, je crois que c'était... le frère Caron. La garantie... Bon, je serais un menteur si je dis aujourd'hui, où lui-même n'est pas là, que je donne la garantie qu'il va donner au peuple centrafricain. Non, je crois que la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est l'alternance. C'est-à-dire, on vote quelqu'un, qu'il s'appelle Amine Michel, qu'il s'appelle Luc Sako, qu'il s'appelle Nakongo. Il arrive, et qu'après son premier mandat, on revienne aux urnes et qu'on fasse notre quitus. Donc la question que moi je suis prêt à poser à chaque candidat, c'est: est-ce que vous êtes prêts à nous faire le même coup que les autres qui s'approchent au pouvoir? Ça, tous les Centrafricains doivent poser ces questions à tous les candidats. Et la garantie, nous ne l'aurons pas. Puisque la personne, la seule garantie qu'on aura, c'est de laisser faire un mandat et puis de juger après le premier mandat. Je ne sais pas si ça répond après la question. C'est sur le mot garantie. Par contre, il nous présente ce que lui, il a comme idée, ce qu'il veut apporter. Maintenant, est-ce que ça nous séduit ou ça ne nous séduit pas? Nous sommes 4 millions, il va y avoir certains qui vont trouver ça séduisant et d'autres qui vont trouver ça séduisant. La compétition n'a pas encore commencé. Merci pour la question, puisque ça permet de dire: ah, mais il y a des gens qui posent la question sur tel aspect. Je crois avoir répondu à ces premières 5 questions. J'attends d'autres. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Bon, je suis parti du comité, comme bon, Michel, il travaillait à Edge France. Après, s'est fusionné avec Total. Il est envoyé à Malabar pour le consultant. Ça répond ou pas?
Très bien, total. Merci. Une deuxième catégorie de questions. Oui. Oui, monsieur, demandez. Oui. C'est monsieur Demandez Kouya. Kouya. Oui, monsieur. Oui. Monsieur Rodrigue. Rodrigue. Vous me passez. Oui. Fred Edgar Gassia. Gassia. Oui, derrière. Monsieur Comte Dondra. Ah non? Monsieur Comte Dondra. Monsieur Mamouadé Motondo. Oui, bonjour, moi c'est monsieur Demandé Correa, de Cassé. Donc en fait la question que j'aimerais savoir, déjà il y a un truc qui m'a intrigué un peu, c'est monsieur Jean-Pierre Marat, qui est collaborateur direct de monsieur Amine. Déjà il dit qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions, si monsieur Amine n'est pas là. Donc je me demande quelle collaboration déjà il existe déjà par rapport à ça. Si, parce que normalement vous êtes ici, vous êtes censé connaître le programme par cœur. Bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la révolution verte. Déjà, bon, on ne va pas dire que c'est une révolution verte parce que tous les éventuels prédécesseurs de M. Amine, c'est-à-dire ça commence de Daco jusqu'à Bozizé, via Wantika, qui parlait de faire la RTN Force agricole, on pensé, on se souvient tous du discours du feu président Kolingba, Dja, Kegakwa, Kekui, Foka, Jasa, Kwadi, Yaka. Donc on se souvient tous de ça. Et surtout avec Bokassa, bon, moi je suis de Batangafo, des oncles ont été déportés de Batangafo à Ndangara pour faire de l'agriculture. Donc tout le monde y a déjà pensé. Maintenant, moi ce que je voudrais savoir, en termes des objectifs et les stratégies pour la mise en place en temps et dans la durée, quoi. C'est-à-dire, ça va prendre combien de temps et combien d'emplois va générer la révolution verte. Parce que, bon, vous avez donné des chiffres 80%, mais c'est pas tout. Il manque combien, qu'est-ce que ça va générer en termes d'emploi et en termes de richesse. Et l'autre question qui est de savoir, bon, ne serait pas-il intéressant d'assainir et maîtriser, par exemple, la gestion et l'exploitation du bois et du diamant, plutôt que de se lancer dans autre chose, alors que là, ces deux minerais sont chaotiques, quoi. La gestion et l'exploitation sont chaotiques, il y a de l'argent qui nous échappe. Et avant de se lancer à faire de la révolution verte, le pétrole, l'uranium, ce que vous voulez. Voilà mes questions. C'est compris. Merci, bonjour à tous. Je vous dis que je m'appelle Gaston Combré, je suis centrafricain. Je suis très heureux d'être là, mais aussi très contrasté parce que nous étions venus ici pour rencontrer M. Amine, malheureusement il n'est pas là. Et je venais aussi m'atteler, comment dire, pas m'atteler, mais m'attaquer à Dieu et non à ses saints. Mais, comme on le dit, si Dieu n'est pas là, on se contente de ses saints. Donc je vais me contenter de cela et poser quelques questions aux intervenants. J'ai écouté avec attention la présentation de mon frère Jean-Pierre Marat, que je connais, que je salue, que je félicite pour sa présentation.
il a fait une présentation un peu sur un seul pied. En ce sens que, quand il parle de la révolution verte, parce que c'est le pilier de son intervention. La révolution verte, mais cette révolution verte doit avoir des débouchés ou avoir une sortie internationale. Alors, ma première question. Quel est ou quels sont les axes prioritaires de la politique et des relations internationales avec la France, dans le pays dans lequel nous nous trouvons, ou avec d'autres nations? Ma deuxième question est la suivante. Sur le plan bilatéral, comment l'UNDP envisage-t-il de bâtir des structures et des liens de coopération économique, géostratégique, géopolitique avec la France, avec les pays qui nous entourent, notamment les pays de l'UDA, de la semaine plutôt, le Cameroun, le Tchad, la RDC et d'autres pays. La CEPAC ou la CAC. Ma quatrième question, et là je rejoins mon frère qui a intervenu tout à l'heure, pour poser la question la suivante. Non pour détruire ce qu'il a dit, mais pour approfondir encore ce qu'il a dit. Vous avez parlé de révolution verte. Le diable, la révolution verte ne tombe pas du ciel. Il y a des stratégies, il a évoqué. Quelle est votre stratégie ou quelles sont vos stratégies? Est-ce que vous allez faire cette révolution verte avec les ou avec les machines, d'autant plus que maintenant, d'autres pays comme le Cameroun parlent de la deuxième génération. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la machine, qui veut dire les tracteurs. Est-ce que l'UNDP sera-t-elle en mesure de fournir tous ces éléments-là à nos planteurs, à nos paysans? Ma quatrième question, peut-être la cinquième, elle est la suivante. Pour la première fois que j'ai entendu parler de l'UNDP, c'était à la télévision et la télévision camerounaise. Et on sait qu'au Cameroun, un tel parti existe. Est-ce que l'UNDP Centrafrique est-elle le pendant ou une structure qui sort ou qui a trait avec l'UNDP du Cameroun? Et je sais aussi que l'UNDP, le candidat de l'UNDP est très introduit dans ce pays-là parce que toutes les campagnes qu'il fait, c'est passé à la télévision camerounaise notamment, Canal International. Alors, j'avais vu et j'ai entendu et j'ai lu que le candidat Amin avait eu un problème avec un homme politique, un professeur politologue camerounais qui lui réclamait 500 millions de francs CFA pour l'avoir soutenu, pour l'avoir aidé à mettre en place, à concevoir son programme. Alors, si on dépense 500 millions pour un programme à l'étranger, pourquoi n'est-il pas en mesure de mettre en place ou d'investir ces 500 millions-là en Centrafrique pour commencer déjà à garantir la révolution verte dont il parle? Je vous remercie. Merci, Monsieur Mbongo Passi. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Monsieur Bongo Passi, il n'y a pas de M derrière. Donc c'est Bongo Passi, juste avec un D. Merci. Oui, bon, je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit, hein, je suis un peu déçu parce que moi j'ai eu à échanger avec un des membres de l'UNDP sur Facebook et j'ai même vu le message qu'il a mis sur Facebook. Je vois bien peine de modifier que, voilà, que c'est des échanges, que M. Amin ne soit pas là. Mais bon, je vais plus dire, je peux revenir encore sur ce que les prédécesseurs ont dit. Je vais te poser juste une question par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que c'est tout ce qui vient d'être dit, par exemple là, le programme et tout, la révolution verte. Moi je dirais que c'est du copier-coller, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a déjà eu depuis fort longtemps jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas vous demander la garantie, juste actuellement, le pays est en train de traverser vraiment un truc qu'il n'a jamais connu. J'aimerais savoir, au niveau de l'UNDP, quel est votre degré d'implication dans le processus de retour à la paix, dans le processus de ce qui se passe actuellement au niveau de la Centrafrique? Comment est-ce que l'UNDP s'intègre? C'est-à-dire, quel est votre degré d'implication, quoi? Ce que vous avez fait pour le retour de la paix, tout ça, si vous pouvez nous dire ça. Et deuxièmement, tout à l'heure, on avait dit
dans votre intervention, M. Jean-Pierre Marais avait dit que c'est vraiment du nouveau, c'est-à-dire c'est du tout neuf. Tout ce qui sort dans l'UNDP à personne qui avait plongé dans un parti politique ou dans quoi que ce soit, c'est vraiment du tout neuf. Alors moi, la question que j'aimerais savoir, parce que ce qui se passe chez nous, ça implique beaucoup les jeunes. Quelle est vraiment la place de la jeunesse au sein de l'UNDP? Parce qu'il a décrit un peu les structures, les fédérations, sous-fédérations, machin, mais j'ai rien vu qui a trait avec la jeunesse. Donc, quelle est la place de la jeunesse au sein de ce parti politique? Ma troisième question, c'est concernant le financement. Comme vous l'avez dit, M. Amine, je ne sais pas si c'est un milliardaire ou un multimillionnaire, je ne sais pas. Il a beaucoup d'argent. Il a tout un programme que lui-même il peut financer avec ses propres fonds. Mais comment est-ce que ces fonds-là seront injectés dans les caisses de l'État? Parce que vous savez que même si vous pouvez avoir des milliards aujourd'hui, mais une fois que vous accédez à la magistrature suprême, ces fonds-là vont être injectés dans différentes structures. Et nous savons bien que chez nous, actuellement, la corruption bat son plein. Alors, comment il compte mettre en œuvre ces programmes à travers les fonds qu'il aura injectés dans les différentes structures de l'État? J'en ai plusieurs, mais bon, ça viendra par rapport à la suite. Merci. Merci, Monsieur Comte. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Comte Dondra, je suis citoyen centrafricain. Je vous ai suivi depuis tout à l'heure au début. Alors je partage aussi la même déception que tous mes prédécesseurs qui regrettent l'absence de M. Lamine aujourd'hui. Alors j'aurais deux questions fondamentales à vous poser. Alors la première question, ce sera beaucoup plus une observation et aussi une question en même temps. Concernant les sources financières de M. Amine, on reviendra longuement là-dessus. Moi, je l'ai connu justement par rapport aux spéculations financières que la presse nous a relayées sur ces ressources, aux spéculations financières, aux dons. Cela pourrait naître d'une générosité. Alors, nous savons bien que l'argent, il faut fructifier de l'argent. C'est une nouvelle génération d'une catégorie d'hommes politiques qui est née. Au fait, avant de faire la politique, nous ne le connaissons pas. Est-ce que cet argent qu'il disposait avant, pourquoi ne pas avoir injecté cet argent dans le secteur de l'économie, créer des entreprises, surtout dans le secteur informel, pour créer d'emplois et aider en fait, les jeunes centrafricains à évoluer? Ce sera cette observation et la première question en même temps. La deuxième question, je reviendrai aussi sur la fameuse révolution verte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la centrafricaine, dans cette situation de post-crise, est sous tutelle. Tous les secteurs aujourd'hui sont substitués par les Nations Unies. Dans le domaine de la nourriture et de l'élevage, nous savons tous qu'il y a un programme des Nations Unies qui aujourd'hui s'attelle à cela. L'éducation, l'UNESCO, la sécurité aujourd'hui, la force MINUSCA, mais quel est véritablement, d'une manière pragmatique, un programme de sortie de crise? J'appellerais ça une sorte de plan Marshall que le candidat Amine pourra mettre en place pour essayer de bâtir cette Centrafrique nouvelle que nous souhaitons tous. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Monsieur Fred. Non, Monsieur Mamouadi. Fred Edgar Garcia, avant de... Ah, c'est Fred Edgar Garcia, avant de... Bonsoir à tous. Je suis Fred Edgar Garcia, président du comité fédéral du parti politique Union pour le renouveau centrafricain, que préside son Excellence Alice Georges Dorégué. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions dans cette salle, l'intervention du mandataire, le développement de M. Jean-Pierre Marat,
Ce que vous avez mis en relief dans vos développements, c'est le fait que M. Amin soit nouveau en politique. C'est ce qui ferait de lui l'homme idéal. M. Amin n'a jamais été président de la République. M. Amin n'a jamais été Premier ministre. M. Amin n'a jamais été ministre. Voilà, ces critères feront de lui l'homme providentiel. Vous avez également fait un développement par rapport à la révolution verte, dont vous lui donnez l'exclusivité ou la primauté justement dans notre pays. Monsieur Jean-Pierre Marat, je suis vraiment surpris de vous. J'ai du mal à vous suivre. J'ai du mal à vous suivre tout simplement parce que vous ne semblez pas vous-même convaincu de la démarche que vous menez auprès de M. Amin. Je vous indiquerai les points qui m'emmènent à dire ça. Vous avez commencé en nous disant que M. Amin vous a appelé, vous, pour venir lui donner un coup de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre engagement auprès de M. Amin n'était pas un engagement de conviction. Il y a une démarche qui a été faite vers vous. Et dans votre développement également, vous avez également dit, j'ai relevé que voilà les principaux points qu'on m'avait demandé, les principaux points dont j'ai été chargé de vous transmettre. Et vous parlez beaucoup de M. Amin, vous ne nous parlez pas du parti. Je pense que M. Amin n'est que le leader de ce parti. Et quand vous parlez, vous cellularisez tout, en tout cas au niveau de M. Amin. On a eu du mal, après l'insistance d'une compatriote, de savoir vraiment la provenance ou le lieu de travail de M. Amin. Il a fallu l'intervention d'un compatriote, proche à vous également, pour essayer de nous situer là où M. Amin travaille. Mais c'est bien, vous nous aidez. Vous nous aidez parce que ça nous permettra justement d'aller savoir exactement si on est dans du vrai ou on est dans de n'importe quoi. Vous savez, la crise que notre pays traverse aujourd'hui est une crise extrêmement grave. En mettant un accent sur la virginité politique de M. Amin, vous jouez dangereusement. Je m'explique. Nous avons expérimenté la nouveauté en politique en Centrafrique. M. Nicolas Tchongaï, que vous avez accompagné pendant très longtemps, peut se prévaloir également d'une virginité politique, même s'il avait eu dans le passé à diriger un conseil national de transition. C'était la première fois que M. Nicolas Tchongaï venait aux responsabilités publiques. Il a été Premier ministre. M. Ndjoko Dia était également jeune en politique. M. Ndjoko Dia n'a jamais été ministre, ni Premier ministre, ni chef d'État. Et ils nous ont donné le résultat que nous regrettons tous. M. Jean-Pierre Marat, cher compatriote de l'UNDP, je vous dis, l'argument selon lequel la virginité politique ou l'engagement premier en politique est une garantie pour une réussite économique ou sécuritaire ou même sociale est dangereuse. Je demande en tout cas aux compatriotes membres de l'UNDP de regarder le peuple centrafricain dans les yeux et de nous dire maintenant que pour vous, est-ce que vous êtes vraiment sûr que M. Amin est l'homme qui a les compétences nécessaires, est l'homme qui a les capacités nécessaires de diriger notre pays demain? C'est vraiment la question que je veux vous poser. Et excusez-moi, je regrette également son absence. Je regrette également son absence. Parce que vous avez fait de la mauvaise communication. Comme beaucoup de compatriotes l'ont constaté dans cette salle, il nous avait été donné comme information que M. Amin devait être parmi nous. C'est ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais venu personnellement, mais en tout cas pour échanger avec M. Amin. Mais je pense qu'on aura une autre occasion pour avoir cet échange-là. Je vous remercie.